je remonte aussi loin que mon grand-père et ma grand-mère. Ma grand-mère était une Bastien. Son frère était député à l'Assemblée législative dans le temps de Duplessis, Onésime Gagnon, au début des années 30. Mon grand-père a été candidat libéral dans le comté de Montmagny. Alors, vous imaginez la grand-mère conservatrice, le grand-père libéral. Alors, j'ai été élevé dans ce milieu-là. Mon père était maire et préfet de comté. Alors, il était bien impliqué dans la politique municipale. Même, il s'était fait offrir par M. Duplessis en 1936 le comté de Montmagny. Mais sa famille étant jeune, on était 7 chez nous, alors il avait décliné l'invitation. J'ai commencé très tôt. En 1948, j'étais encore étudiant à l'université. Alors, l'élection de 1948, qui a été difficile, M. Rivard se présentait contre Fernand Choquette, qui était député du comté de Montmagny. Alors, M. Rivard m'avait demandé de faire des apparitions sur l'estrade avec lui et de parler aux jeunes. Alors, ce que j'ai fait avec grand plaisir, et c'est là que je me suis découvert une aisance dans les milieux politiques et sur les tribunes politiques. Et après ça, il a retenu mes services à toutes les élections, 52, 56 et 60, pour être l'animateur, le maître de cérémonie de toutes ces assemblées. Parce que dans ce temps-là, il y avait une assemblée politique par paroisse. Et puis, c'était important. Alors, toute la paroisse se déplaçait et allait entendre les orateurs, que ce soit du côté Union nationale ou du côté libéral. En étant secrétaire trésorier depuis plusieurs années de la municipalité où je vivais, à Saint-Paul-de-Montmagny, étant vérificateur spécialisé, comptable spécialisé en vérification municipale, je faisais à ce moment-là la vérification de, je crois, c'était 20 ou 25 municipalités. Ça me donnait une bonne connaissance du dossier municipal. Nous étions, avec mes frères, dans la région sud de Montmagny, dans plusieurs entreprises industrielles et commerciales. Donc, là aussi, j'avais une connaissance des affaires et par les dossiers des clients aussi, je connaissais aussi les affaires, les entreprises. Alors, on a réussi. Les majorités n'étaient pas considérables. Je pense que Gabriel Loubier, dans Bellechasse, c'était moins de 100 de majorité. Et moi, dans Montmagny, c'était entre 100 et 200 de majorité. Mais le fait, moi, d'avoir été tellement bien impliqué dans le comté depuis plusieurs années, et par mes fonctions professionnelles et par l'implication en politique, bien, ça m'a permis là, de passer au travers de l'élection. Et j'ai défait à ce moment-là le docteur Laurent Lisotte, qui avait battu Antoine Rivard en 1960 et qui est devenu sous-ministre à la Santé après l'élection 62 que j'avais remportée et qui est devenu mon sous-ministre quand j'étais ministre de la Santé en 1966. Alors, il y a dans la vie, il y a des retours surprenants. Et nous avions celui que nous appelions affectueusement le père supérieur, Maurice Bellemare. Alors, Maurice Bellemare avait une main de fer sur le caucus, et c'est Maurice Bellemare qui du point de vue discipline, du point de vue modalité d'exercice de la fonction, précaution à prendre, ainsi de suite. Alors, c'est Maurice Bellemare qui était notre professeur. Alors, c'était tout un professeur. Alors, mais évidemment, il faut s'habituer. Mais moi, je dis toujours, les aspirants qui se présentent en politique, la meilleure chance qui pourrait vous arriver, ce serait d'être élu dans l'opposition, parce que vous avez 4 ans pour apprendre. Tandis que si vous êtes élu du côté du pouvoir, vous pouvez être plongé dans la tourmente et vous avez des décisions à prendre, des décisions rapides. Vous n'avez pas d'expérience politique. Alors, et surtout, si vous êtes nommé ministre sans expérience, on en voit plusieurs qui sont fort prometteurs, mais qui, évidemment, qui peuvent peut-être trouver que les fleurs du tapis sont glissantes, là. Il y a des discussions de procédure en Chambre
qui sont, pour un nouveau, là, qui nous semblent mortels, si on veut, parce qu'on ne comprend pas toujours le sens de ces interventions en vertu du règlement. Alors, ça nous paraît une perte de temps, et quand on veut beaucoup plus d'efficacité, ça, c'est difficile de s'habituer à ça. Mais il faut jouer le jeu, il faut que le président est là pour faire respecter le règlement, alors il faut s'y conformer. Mais c'est difficile. Pour notre part, je me souviens d'un événement qui est très important, je pense, à mon avis, c'est que les 10 nouveaux députés ont rédigé un mémoire pour M. Johnson, un mémoire rédigé par Albert Gervais, qui était député de Montmorency. On a demandé à M. Johnson, durant une séance de l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative, dans ce temps-là, dans l'après-midi, on dit « M. Johnson, on voudrait vous voir à 6 heures, une fois que la séance sera terminée. » Alors, on est allé au bureau de M. Johnson et on lui a lu ce mémoire, préparé par Albert Gervais, dans lequel mémoire, on disait à M. Johnson qu'il fallait absolument qu'il change son style de chef de l'opposition, cette façon de critiquer très négativement l'action du gouvernement nous semblait dépassée. On voulait que M. Johnson, dans chacune des interventions en Chambre, dise que dans les législations du gouvernement ou dans les programmes du gouvernement, il y avait toujours quelque chose de bon, quelque chose, mais ça n'allait pas assez loin, ou c'était trop tard, mais que quand c'était bon, de dire que c'était bon, c'était pas toute la première réaction, une réaction négative. Je pense que ça doit être encore d'actualité, ça. Et M. Johnson avait accepté. Une fois qu'on avait fini de lire le mémoire, M. Johnson, un bon garçon qu'il était, un homme diplomate, il tire sur un de ses tiroirs, il met le mémoire dans le tiroir, il dit « Les petits gars, je vous félicite, c'est très positif, je reçois ça d'une façon très positive et on en reparlera, vous pouvez être assurés. » Et puis on passe à d'autres choses, le café. Alors c'était son style, il voulait désamorcer la bombe. Parce que c'était réellement, là, si ce mémoire-là était tombé dans les mains du gouvernement ou dans les mains du public, je pense que ça aurait pu faire pas mal de dommages. Alors, ça a été long. Et je me souviens du caucus qu'on a eu au Mont-Gabriel durant l'hiver 64-65. Ça a été un point tournant, ça. Là, tous les députés sont intervenus. Il y en a qui sont intervenus de façon très, très dure à l'égard de M. Johnson, en lui disant, si vous ne changez pas votre style, si vous ne changez pas votre approche, votre discours, si vous gardez cette muraille alentour de vous, là, quand on disait la muraille, bien, c'était tous ces conseillers qui faisaient un mur à peu près infranchissable alentour de lui. Alors ça, je pense que c'était, là, les députés, à ce moment-là, l'ont dit carrément. M. Johnson, on va convoquer un congrès à la chefferie, puis on va vous remplacer. Après le caucus du Mont-Gabriel, il y a eu le grand congrès où il a ouvert les portes. Et ça a surpris beaucoup de monde. Ça a surpris, évidemment, les médias, parce que M. Johnson c'était une première expérience qu'il faisait dans ce sens-là. Il a invité au congrès des gens qui critiquaient sévèrement l'Union nationale. Entre autres, je me souviens que Claude Ryan était venu à ce congrès-là. Vincent Lemieux, tous les politicologues de l'époque étaient venus pour dire au Parti de l'Union nationale qu'il devait changer substantiellement des choses. C'était un peu difficile d'avoir ce message-là, mais ça a été bien reçu de la part de M. Johnson et je pense que ça a été un des facteurs importants c'est comme dans une maison où on ouvre les fenêtres, où on ouvre les portes. Bon, alors l'air frais circule. Alors c'était un peu comme ça dans le parti, ce congrès-là de 1965. Et il avait dit, quand vous en aurez, on va chercher les compter un par un. Quand on en aura 55, on aura le pouvoir. Et le soir de l'élection, on avait 55 ou 56 comptés. Donc, ça a été une victoire à l'arraché. On n'avait pas la majorité des votes. Bien sûr que M. Lesage avait le Parti libéral avait la majorité des... C'est ce qui a fait hésiter M. Lesage, c'est à savoir est-ce qu'il transmettait le pouvoir ou s'il essayait de former un gouvernement, mais après réflexion, puis après avoir été conseillé par
Alors, il avait décidé, évidemment, de transmettre les pouvoirs à M. Johnson. Alors, c'est comme ça. La victoire, on peut dire que, oui, ça nous a surpris un peu, là, mais on l'espérait tellement que on s'en est accommodé. Et une bonne nuit, parce que M. Johnson travaillait la nuit au téléphone. Alors, une bonne nuit, j'étais chez moi, dans mon patelin, à Saint-Paul-de-Montmagny. Je reçois un coup de fil à 1 h du matin, je pense. M. Johnson, il dit, c'est M. Johnson qui parle, c'est le premier ministre. Il dit, êtes-vous prêt à servir au sein du Conseil des ministres avec des fonctions, bien, il n'a pas dit au sein du Conseil des ministres, avec des fonctions spéciales. Ça a été sa première. J'ai dit, oui, M. Johnson, je suis prêt à servir là où vous voudrez que je rende des services, si je peux être utile. Bon, il dit, je vous réserve quelque chose. Il ne m'a pas dit quoi. Il dit, je vous réserve quelque chose de substantiel. Il dit, bon, reposez-vous bien, et puis vous le saurez en temps et lieu. Alors, quand je suis entré dans la salle pour la sermentation, ils appellent le député de Montmagny, le ministre de la Santé, le ministre de la Famille et du Bien-être social. Je vous dis que la commande est grosse quand vous succédez à la fois à René Lévesque au ministère de la Famille et du Bien-être social, à Éric Kierens à la Santé, puis qu'on vous donne tout ça là, dans un bloc. Là, et les premiers renseignements que j'ai eus sur ce ministère-là, j'avais un budget de 800 millions en 1966, alors que le budget de la province de Québec en 1960, la dernière année de Lesage, était de 600 millions. J'avais donc 200 millions de budget de plus que la province 6 ans avant. Mais à ma grande surprise, quand j'entre dans le bureau, je trouve une lettre sur mon bureau, sur mon pupitre, adressée comme suit à mon successeur. Alors, c'était une lettre que M. Lévesque, René Lévesque, me laissait, dans laquelle lettre il me faisait un rapport complet sur, d'abord, la législation en cours au ministère, sur les programmes qu'il envisageait de mettre en place, sur les hommes, les principaux dirigeants du ministère, les sous-ministres, les directeurs généraux. Alors, tout ça, ça me donnait, moi, une vue du ministère, une vue privilégiée en arrivant. C'est comme si j'avais été au dernier étage d'un très haut édifice et puis de voir toute la plaine. Alors, ça m'a donné une vue d'ensemble du ministère et ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai appelé M. Lévesque et je lui ai dit, René, j'ai trouvé votre lettre et je suis très content. Vous êtes le seul, je crois que vous êtes le seul ministre, à part évidemment le bureau du premier ministre où la transition se fait de façon très professionnelle. J'ai dit, je pense que vous êtes le seul ministre à avoir fait ça pour son successeur. Alors, je l'apprécie beaucoup. Si jamais vous avez besoin des services du ministre de la Famille et du Bien-être, du ministre de la Santé, soyez bien à l'aise. Et effectivement, j'ai eu l'occasion par la suite de rendre service à M. Lévesque. Moi, je ne me suis jamais plaint des mandarins et des hommes puissants alentour du gouvernement, soit auprès du premier ministre, soit auprès du ministre de la Santé et du Bien-être social. Je me souviens, je pourrais citer une dizaine de noms d'hommes puissants qui avaient été d'abord recrutés par le gouvernement précédent, par M. Lesage, et ça a contribué, je pense, à donner beaucoup plus de prestige et de professionnalisme à la fonction publique. Ça fait des modèles, ça, à imiter, là, du moins à consulter. Il faut savoir aussi ce qu'il faut retenir, ce qui est bon et ce qui est moins bon, ce qui peut être différé, ce qui est urgent. Alors, il faut que le ministre ait la clairvoyance de choisir dans ce qui lui est proposé, ce qui est faisable, ce qui est bon, ce qui est désirable pour la population. C'est là où est le talent du ministre. Mais d'avoir peur de s'entourer de personnes fortes, ça, je pense que d'avoir peur de ça, c'est déjà un signe de faiblesse.
me souviens également, M. Pinard, Bernard, j'étais allé à Drummondville inaugurer la maison des infirmières. Et M. Pinard était... C'est pas longtemps après que j'ai été nommé ministre de la Santé. M. Pinard était à côté de moi sur l'estrade. Alors, je lui ai rendu un hommage. Je lui ai dit, ça, c'est pas le ministre de la Santé qui a fait ce cheminement-là puis qui a réussi cette opération-là. C'est les gens du milieu, avec l'ancien ministre, M. Pinard, qui est à côté de moi. Alors, je lui ai rendu cet hommage-là. Évidemment que dans mon parti, ça a pu, à certains moments, ça a pu déplaire à certains que je fasse ce genre d'intervention. Mais moi, je tenais mordicus à imposer ce respect pas de l'adversaire, si vous voulez, mais de celui qui avait été élu dans le comté. 15 jours ou 3 semaines après avoir été nommé ministre, il y a eu la grève générale des hôpitaux. Ça casse un ministre. Alors, j'avais la responsabilité à ce moment-là de surveiller d'abord qu'est-ce qui se passait dans les hôpitaux pour pas qu'il y ait de dommages irréparables. Et avec le premier ministre, on siégeait l'avant-midi et l'après-midi pour prendre connaissance de tous les rapports que je recevais. Et bon, ça s'est assez bien passé, mais ça, il est arrivé des choses assez imprévues. Mon épouse s'est blessée sérieusement en sortant de l'automobile à une jambe. Et puis, elle est obligée d'aller à l'hôpital de Montmagny pendant la grève des hôpitaux. J'étais le ministre de la Santé. Quand elle est arrivée à Montmagny, à l'hôpital, ils ont dit, oh, c'est la femme du ministre. Alors, ils l'ont laissé passer. Ils ont ouvert les lignes de piquetage et j'étais très, très, très heureux parce que, évidemment, il y avait urgence qu'elle soit. Alors, il y a des endroits comme ça où il est arrivé des situations. Je me souviens d'un autre endroit, dans une maison que je ne nommerai pas, un hôpital pour malades chroniques, dirigé par des religieux. Et on m'a appelé au ministère, on a dit, Monsieur le ministre, il faudra faire ouvrir la ligne de piquetage parce qu'il faudra aller en ville chercher de l'approvisionnement, de l'épicerie. Bon, mais j'ai dit, on va faire ça parce que c'est important que vous ayez Alors, plus tard, en soirée, je reçois un téléphone de la même personne qui m'avait appelé. Et je me suis aperçu au téléphone qu'il était très, très, très joyeux. Alors, en allant faire l'épicerie, évidemment, ils étaient arrêtés aussi. Peut-être qu'ils avaient pris un peu de choses qui font oublier les tristesses de la vie, les difficultés. Et la grève s'est réglée finalement dans le bureau du premier ministre, comme ça arrive assez souvent. Les chefs syndicaux disent, bien, on va régler avec le boss, entre guillemets, là. Alors, je suis allé dans le bureau de M. Johnson avec les principaux ministres qui avaient participé au comité et nous avons rencontré là M. Laberge, Louis Laberge, Marcel Pépin, Dalpé, M. Dalpé, et finalement, nous avons réglé. Après que ça a été réglé, on a dit, là, il faut faire une réflexion profonde sur le domaine de la santé. Alors, c'est ce qui nous a amené à mettre sur pied la commission Castonguay. Et ça, c'est toute une épopée aussi, là, les travaux de la commission Castonguay. Ça a été un point tournant dans l'histoire médicale de la province. Hein. Et c'était un régime important auquel il fallait adhérer. Et alors, tout ça, c'est ce qui nous a conduit à l'assurance maladie, mais après bien des péripéties. Bien, comme précédent, il y avait eu l'assurance hospitalisation. L'assurance hospitalisation avait déjà atténué pas mal de frictions et avait habitué aussi le public et les hôpitaux à ces systèmes universels, ces législations universelles. Et quand je suis arrivé, moi, au ministère, et puis j'ai regardé l'ensemble de la situation, puis la situation budgétaire, bon, j'ai dit, le système d'assurance maladie, que le fédéral voulait mettre en application dès 1967, bien, j'ai dit, on n'a pas les moyens de mettre en place ce système-là. On n'a pas les finances, on n'a pas les effectifs, ça prend une période de préparation et
On avait la meilleure préparation qu'on pouvait avoir, évidemment, c'était avec l'assistance médicale, le programme pour les assistés sociaux. Ça c'est un pan important parce qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui pouvaient bénéficier de ça. Ça nous habituait à négocier avec les médecins, de trouver les points d'entente avec la Fédération des omnipraticiens et des spécialistes. Alors ça m'apparaissait là des préalables à l'instauration du système d'assurance maladie. Alors j'ai fait une déclaration. Après avoir nommé la commission Castonguay, M. Castonguay d'abord comme président du comité, il y avait eu un petit peu de remous à l'intérieur du Conseil des ministres parce que M. Castonguay était reconnu comme un libéral. Mais moi, ce n'était pas une question de politique. Je trouvais qu'il avait la compétence. Je l'avais vu travailler au régime de rente, le rapport du régime de rente. Alors j'ai dit, c'est l'homme qu'il nous faut. J'avais dit ça à M. Johnson au Conseil des ministres. J'ai dit, nommez-le, vous ne le regretterez pas, il va faire un excellent travail. Et comme de fait, le rapport était très fouillé. Ça a été un rapport qui fait encore aujourd'hui, auquel on se réfère pour des données importantes. J'ai rencontré M. Castonguay à ce moment-là, qui avait commencé son étude, et on s'était mis d'accord tous les deux qu'on ne pouvait pas mettre le régime en place en 1967. Alors j'ai donc fait cette déclaration-là, qui a été accueilli là, avec beaucoup de réticence de la part des syndicats qui voulaient aller tout de suite au régime d'assurance maladie. Et là, les professionnels de la santé, bien évidemment, il fallait faire tous ces contacts-là parce qu'on ne met pas en place un système comme ça sans s'assurer de la collaboration de tout le monde. Alors, on a décidé de retarder le système et la mise en place du programme, mais ça a fait un remous. Même au fédéral, ils ont manifesté là, beaucoup de réticence à la déclaration que j'avais faite. Même j'étais allé à la télévision, je me souviens, au programme de Louis-Martin Tard, je pense, expliquer cette décision, pourquoi on l'avait faite, cette décision, pourquoi on retardait ça. C'était pas pour mettre des bois dans les roues du fédéral, mais c'était parce qu'on croyait sincèrement ne pas être prêt à appliquer le système. Mais on sentait, par exemple, et on savait que c'était nécessaire de faire en sorte que ce système-là, qu'on l'applique le plus tôt possible. Alors, c'est pour ça qu'en 1969, j'ai mis en place la Régie de l'assurance maladie, qui était un préalable aussi. J'ai été chercher à ce moment-là Robert Després, qui est encore actif là, dans les entreprises, et pour être responsable de la mise en place de la Régie. Déçu, peut-être un peu plus que surpris, parce que mais je me disais, moi j'avais des visées pour, quand M. Castonguay m'aura remis son rapport, ça me fera une personne ressource extraordinaire pour mettre en place le régime. Même j'avais pensé qu'il pourrait être nommé sous-ministre, qu'on pourrait le nommer sous-ministre en charge de l'application de cette législation et pour être le pilier de ce. Alors là, évidemment, tout ça, ne se réalisait pas. Alors, j'attendais le dépôt du rapport, le dépôt final, et M. Castonguay a annoncé quelque temps avant l'élection qu'il se présentait en politique. Donc, je n'avais plus de président à la tête de la commission d'enquête. Alors là, c'est là que j'ai nommé M. Neveu, qui était sous-ministre au ministère de la Famille et du Bien-être. Alors, c'est pour ça que ça s'est appelé la commission Castonguay-Neveu. Et après l'élection, bien sûr que M. Castonguay est en poste, a été nommé. Là, je n'étais pas surpris. J'ai dit, s'il est élu, c'est lui qui va être le ministre de la Santé. Il va réaliser la mise en place du régime d'assurance maladie comme ministre et non pas comme sous-ministre pour moi. Ça, c'était en juillet 1970, je me souviens. On a passé la loi de l'assurance maladie. Et je me souviens toujours avec grande satisfaction que quand la loi a été adoptée en troisième lecture, quand je me suis levé pour voter, j'ai eu les applaudissements des deux côtés de la Chambre. Ça voulait dire que j'avais complété la mission, une partie au pouvoir puis une partie dans l'opposition. J'avais assumé mon rôle de responsable de la santé au Québec.